Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir comme tous les jours dans quelques instants. Vous n'avez jamais cessé de vous mouiller et pas seulement dans une eau qui est devenue votre bain quotidien. Vous êtes une décrochée qui n'a jamais raccroché et qui ne raccrochera sans doute jamais. Votre passion, c'est aujourd'hui de trouver les moyens d'en faire vivre d'autres, à celles et ceux pour qui, comme vous, la vie n'a jamais été un long fleuve tranquille. Bonjour Muriel Hermine. Que c'est joliment dit. Merci, bonjour Jacques. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission pour parler tout à l'heure de votre passion, de votre Académie des Passions, qui va fêter son premier anniversaire. Mais vous avez un parcours exceptionnel et le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est de vous raconter à travers ce parcours et des dates clés. Donc, la première que j'ai trouvée, c'est le 6 novembre 1983. Ça vous dira sans doute rien. Je crois que c'est votre première apparition à la télévision dans Champion avec Michel Denisot sur TF1. Ah bah oui, effectivement, ça ne m'aurait rien dit. Mais je me rappelle avoir vu quelques images il y a quelques années de ça où j'étais toute petite, timide, je n'osais pas parler. Et c'est vrai que c'était le début. Oui, Michel Denisot à l'époque n'était pas encore sur Canal+, ça n'existait pas. Il était le joker d'Yves Morosi sur TF1 et il vous interviewait. Et dans cette émission, curieusement, vous faites une interview. Vous vous en souvenez de Patrick Dupont? Vous parlez avec Patrick Dupont qui a créé un ballet et vous lui posez des questions sur l'opéra et l'étoile de l'Opéra de Paris. Oui, exact, parce que mon rêve enfant était d'être petit rat à l'Opéra de Paris. Exactement. Et effectivement, on m'avait mis en relation avec lui, je ne le connaissais que de nom à l'époque. Patrick était quand même déjà connu. Et le fait de pouvoir lui parler, j'avais l'impression de réaliser une petite partie de mon rêve d'enfant. Oui, car vous n'avez pas pu être admise à l'opéra car vous étiez trop grande. Ce qui est le cas pour Sheila aussi d'ailleurs, qui voulait être petit rat et qui avait 8 cm de trop. Donc ça s'est bien passé pour elle et pour vous ensuite. Et Patrick Dupont aujourd'hui, il a monté une école à Bordeaux, je ne sais pas si vous le savez, une école pour préparer les jeunes à faire le pont entre le conservatoire et l'opéra. Donc lui aussi est dans la transmission comme vous. Alors, vous êtes à l'époque vice-championne d'Europe de natation, mais peu de gens connaissent la natation synchronisée. Vous ne la connaissez pas du tout quand vous grandissez. Alors, vous êtes né au Mans et vous avez grandi à Tours. Oui, mes parents, mon père était représentant de commerce, donc il voyageait énormément. Et nous déménagions très régulièrement. Entre ma naissance au Mans et Tours, on a dû faire 3 ou 4 villes. Donc 3 ou 4 résidences différentes. Et un jour, mes parents se sont définitivement installés en Touraine, à jouer les tours exactement. Et pour moi, c'est vraiment là où j'ai grandi. Donc mes racines sont ici, même si j'aime beaucoup le Mans. Et je fais assez régulièrement des voyages jusqu'au Mans. Néanmoins, la Touraine est ma terre natale. Oui, et il y a une guerre permanente entre le Mans et Tours, je ne sais pas si vous le savez, à cause des rillettes. Oui, absolument. Car les rillettes, théoriquement, sont du Mans, d'après le commerce. Oui. Mais en fait, elles sont nées en Touraine, à Tours. Et même Rabelais et Proust en parlent dans leurs livres. Et je crois que curieusement, c'est le Mans qui a obtenu l'accord de l'Europe pour être le représentant des rillettes. Donc la guerre continue. Exactement. Mais au moins, il y a un bon retour des choses. Je suis née au Mans et voilà. J'ai émigré à Tours. Alors, la natation, Muriel Hermine, ça a commencé à 6 ans avec votre grand-père, qui, je crois, ne savait pas nager. Ah oui, c'était incroyable. Je me rappelle trop comment à 6 ans, il me mettait sur le pédalo. On allait au large de la plage, à Palavas-les-Flots exactement, et il me faisait sauter du pédalo. Il me montrait, lui debout sur le pédalo, comment il fallait faire les mouvements de bras et les mouvements de jambes, alors qu'il avait une peur bleue de l'eau et qu'il me serait arrivé quelque chose, il n'aurait jamais pu plonger. Ou il aurait plongé, on se serait noyés tous les deux. Donc quand j'y repense, je me dis, des fois, il y a des trucs fous dans la vie, mais pourtant, ma passion de l'eau vient de lui, parce que je pense qu'elle vient de la passion de mon grand-père que j'aimais tant. Oui, et justement, ces bains à Palavas-les-Flots ont été un déclic pour vous, puisque 2 ans après, vous vous retrouvez à jouer les tours au club à la piscine, Muriel Hermine. Oui, absolument. Absolument, puisque j'ai pas pu rentrer à l'Opéra de Paris, mes parents m'ont inscrit, puisque j'aimais bien l'eau, dans le club de natation sportive de jouer les tours. Un petit club? Oui, un petit club communal. Et j'ai commencé à aligner au moins, vous me direz, ça m'a permis d'apprendre à très bien nager les 4 nages. Mais j'étais pas une excellente nageuse, j'étais pas la Laure Manodou de l'époque. C'est seulement lorsque, à 12 ans, un entraîneur est venu dans mon club et qu'il a monté une section de natation synchronisée, que là, mes yeux d'enfant se sont réveillés et je me suis dit, mais c'est l'association de mes 2 passions, l'eau et la danse. Exactement, c'est-à-dire que la natation synchronisée, personne ne la connaissait en France, finalement, avant vous. Non.
Non, non, mais même moi, je ne connaissais pas, à part à travers les films d'Esther Williams, qui étaient de l'ordre de Hollywood, etc. Mais je ne connaissais pas non plus. Ben justement, ce film d'Esther Williams, c'est Le Bal des Sirènes. Vous l'avez vu et revu, ce film? Oui, oui. Mais je ne l'ai pas vu au début. Quand j'ai commencé à pratiquer, je l'ai vu, je devais avoir une vingtaine d'années. Et c'est de la natation synchronisée avant la lettre, finalement. Oui, de toute façon, oui, c'est complètement la natation. Si ce n'est, et ça c'est la magie du cinéma, c'est que les nageuses ne nageaient pas. Il y avait des filles sous l'eau, ou plutôt des hommes sous l'eau qui les portaient à la surface, et elles exécutaient les mouvements géométriques. Mais elles auraient été absolument pas capable de tenir toute seule parce qu'elle n'avait pas la technique de la natation synchronisée. Et ce film, il y a eu 12 scénaristes qui sont désespérés depuis d'ailleurs parce que personne n'a fait attention à l'histoire. On a vu que les nageuses et on a gardé que ça de ce film merveilleux. Eh oui. Alors la natation synchronisée, d'après mes renseignements, c'est une certaine Annette Kellerman, une championne australienne qui a créé ça en 1907 avec un spectacle dans un bassin en verre à New York. Et le terme natation synchronisée est apparu en 1934 à Chicago lors de l'annonce de la performance d'une équipe de 60 nageuses. Vous le saviez ? Non, je ne le savais pas. Oui, vous êtes un puits de richesse d'informations. Alors, mais en même temps, vous découvrez la natation synchronisée, mais vous auriez pu avoir un autre destin, devenir mannequin, Muriel Hermine. Oui, à un moment donné, les deux se sont chevauchés parce que j'ai participé à des concours, parce que je me suis inscrite dans une agence de mannequins, je faisais des défilés. J'ai eu à choisir. Et à un moment donné, et le déclic, c'est la finale de l'élection de Miss France, où j'ai été sélectionnée pour aller à l'élection. Vous étiez Miss Anjou, je crois. Oui, absolument. J'étais Miss Anjou. Et du coup, les championnats du monde de natation synchronisée et la finale de l'élection Miss France tombaient en décembre, au même moment. Et là, il a fallu que je choisisse. Et c'est un tournant dans ma vie. J'ai choisi le sport. Et savez-vous qui a remporté cette année-là l'élection de Miss France ? Non. C'est Élodie Gossuin, qui est devenue célèbre ensuite. Ah oui. C'est comme quoi, finalement, vous lui avez porté chance, vous auriez sans doute gagné à sa place. Alors, il y a eu ces métiers-là, et il y a aussi la comédie. Car d'après mes renseignements, vous avez tourné avec Patrick Schulman dans un film qui s'appelle Aldo et Junior. Exactement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Eh bien, un jour, je suis passée dans une émission de radio et on me demandait ce que j'avais envie de faire. Et parmi ce que j'aimais, mais j'étais toujours très tournée vers le monde du spectacle, de l'audiovisuel. Et j'ai dit, mais j'aimerais un jour tourner dans un film. Et Patrick l'a entendu, Patrick Schulman, et il m'a appelée. Et il m'a proposé un rôle dans son film. Mais ça c'est venu me chercher profond, cette proposition, parce que j'étais quand même très timide. C'est pour ça que j'ai si bien, je pense, réussi à m'épanouir dans l'eau. C'est que l'eau me protégeait du monde extérieur. Et confronter une caméra quand c'est pas votre métier, que vous n'avez jamais pris de cours, waouh, ça a été super dur. Oui, mais en même temps, Patrick Schulman était un homme délicieux. Il est mort bêtement, très jeune, dans l'accident de la route. Il avait une particularité, il ne supportait pas la moindre saleté. Il apportait dans un restaurant ses propres couverts qui étaient prêts à l'emploi. Ah d'accord. En tout cas, c'était un super réalisateur qui savait mettre en confiance, qui savait amener des jeunes au monde du cinéma. Il a fait tourner Bruel avant qu'il soit connu, et il a fait un film qui est devenu culte, qui est Et la tendresse bordel. Et oui. Et vous avez donc tourné avec Aldo Macchione. Exactement. Aldo la classe. Exactement. C'est un personnage surréaliste qui est toujours vivant. Oui. Complètement surréaliste, mais il faut être italien pour pouvoir jouer ce type de personnage, mais derrière ça, il y a une vérité quand même. Oui, bon, c'était quelqu'un qui, en dehors de dire la classe, ne disait pas grand-chose, mais il avait créé un groupe, les Tontos, qui est devenu les Brutos, ancêtre des Charlots, et c'est Claude Lelouch qui l'a repéré dans un Scopitone où il avait tourné, et qui lui a fait faire ses débuts au cinéma dans Le Voyou. Et aujourd'hui, je crois qu'il coule des jours heureux, tranquilles. C'est un peu moins la classe, mais ça va quand même. Mais il a bien raison d'en profiter. Vous auriez pu continuer au cinéma ? Oui, j'aurais pu, mais il y avait toujours l'appel du sport. C'est que les deux ne sont pas compatibles. Il y a un moment donné, pour atteindre le niveau que je voulais en sport, il a fallu que je m'entraîne 7 heures par jour. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Et vous avez fait le choix, on va en reparler dans quelques instants avec une autre date, le 16 août 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Muriel Hermine. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Muriel Hermine. On a parlé de vos débuts, de votre passion pour la natation synchronisée. Et la date du 16 août 1987 doit vous dire quelque chose, Muriel. Ah oui, les championnats d'Europe. Oui, à Schlingenheim, près de Strasbourg. Exactement. Et vous avez 3 médailles d'or. C'est-à-dire que c'est le sommet. Oui. Duo, solo, équipe. Oui.
Vous vous souvenez de ce jour-là? Je m'en souviendrai toute ma vie. Toute ma vie, dans la mesure où il y avait 3 titres à remporter, la France a remporté les 3. Et puis vous savez, je me rappellerai toute ma vie de l'émotion que j'ai ressentie à la 3e médaille que je suis allée chercher, qui était en individuel. Lorsque vous avez 2000 personnes qui se lèvent devant vous et vous voyez le drapeau de votre pays et la Marseillaise qui est entonnée, j'ai pris conscience à cet instant-là que même l'homme le plus riche du monde ne peut pas s'offrir l'émotion qu'un athlète peut ressentir à cet instant-là. Et quand je suis redescendue du podium, que j'ai regardé la médaille, je me suis demandé ce que le sport pourrait m'offrir de plus beau, de plus extraordinaire. Et j'ai compris à cet instant-là que j'avais touché mon étoile. C'est qu'il y avait 2000 personnes qui, face à moi, étaient debout et me disaient bravo pour mon exploit. Et je pense que toute ma vie, j'ai recherché une reconnaissance que je n'ai pas eue dans l'enfance, ce qui m'a, entre autres, conduit quand même à l'échec scolaire. Et du coup, là, à cet instant, ces 2000 personnes anonymes qui m'ont offert une vraie reconnaissance. Alors, il faut savoir que c'est le résultat d'un beaucoup de travail. Vous avez débuté en faisant 3 heures par semaine de natation et vous êtes passé à 7 heures par jour. Oui, mais on n'a rien sans rien dans la vie. Mais c'est énorme, 7 heures par jour. Comment on fait pour tenir le rythme? Le rythme se prend petit à petit. On ne passe pas de 3 heures à 7 heures. De 3 heures, j'en ai fait 4, de 4, j'en ai fait 5, 6, 7. Tout ça échelonné donc, en gros, sur 10 années de carrière. Ce qui fait que 7 heures, il y a un moment donné, vous levez le matin avec un seul objectif, aller jusqu'aux Jeux Olympiques, gagner une médaille aux Jeux. Et vous savez le prix de cette médaille. Et dans ce prix-là, il y a des renoncements. Renoncer à une vie normale, renoncer à des sorties avec des amis. C'est à un moment donné, vous savez que c'est très court la vie d'un athlète. 25 ans, j'ai été à la retraite, c'est-à-dire vous n'êtes plus rien. Vous disparaissez complètement des radars. Et ça a un prix. Et à partir de 87, pour les Jeux Olympiques 88, je me suis dit, je vais consacrer 1 année de ma vie à croire que je peux acquérir cette médaille. Alors, il y a quelqu'un à qui vous devez beaucoup, c'est Dominique Blanc-Lenné, Muriel Hermine. Oui, il y a 2 femmes dans ma carrière sportive qui ont vraiment beaucoup compté. Dominique Blanc-Lenné, qui a été à mes débuts, c'est elle justement à jouer les Tours, qui a monté le club de natation synchronisée. Et quand j'ai quitté Tours pour monter à l'Institut national des sports m'entraîner, j'ai rencontré Françoise Noyer, Schuller, et Françoise est devenue ma 2e maman. C'est elle qui m'a suivie, accompagnée, portée jusqu'aux Jeux Olympiques. Et j'ai regardé un peu sur Internet, elle a 70 ans aujourd'hui, oui. Elle continue à faire des compétitions de natation. Oui, elle est en master. Oui, elle continue, mais parce qu'elle aime ça. Puis elle a raison. Ça lui entretient le physique, dans la tête, et puis c'est sa passion. Elle aime profondément ça. Alors tout ça s'est passé au club de l'association sportive Ripaud-Mons en Indre-et-Loire. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit club, vous avez débuté? Oui, c'est le petit club, c'était le club du CEA. De Mons, justement. Le CEA avait une piscine, un complexe sportif, et avait décidé d'ouvrir ce club de natation synchronisée. Et avant que vous explosiez votre carrière, justement, c'est ce lieu, il y avait la poudrerie nationale à Ripaud. Je ne sais pas si vous le savez. À la Révolution française, on a installé toutes les poudres ici. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'entrepôt le plus célèbre de France et d'Europe pour la poudre. Oui. Dans ce petit, pas loin de votre petit club. Alors, vous avez accédé petit à petit au niveau régional, vous avez continué. Tout ça s'est fait aussi petit à petit, Muriel Hermine. Ah, bien sûr. Vous savez, c'est jour après jour que se gagnent les grandes victoires. Pas à pas. Mon objectif a toujours été de me dire, bon, aujourd'hui tu te sens fatigué, déprimé, il n'y a pas d'énergie. Essaye de faire au moins aussi bien qu'hier. Pas plus, pas mieux, juste aussi bien qu'hier. Et c'est en grattant petit à petit. Et donc du coup, on dit toujours qu'un sportif dépasse ses limites. Mais moi je dis c'est pas vrai. Un sportif repousse ses limites petit à petit dans le temps. Et cette vision-là lui permet finalement de prendre conscience qu'il est seul responsable de son travail, des échéances et des résultats. Il y a quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans cette époque, car elle vous a suivi, c'est votre mère, Muriel Hermine. Ah, mais oui, ma maman. Elle a complètement joué le jeu, et au-delà. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment grâce à elle que j'ai réussi, parce que par rapport à jouer les tours, c'est quand même à 30 km, donc tous les jours,
elle prenait la voiture et tous les jours, elle m'emmenait à l'entraînement. Comme elle n'avait pas le temps de rentrer à la maison, elle restait sur place. Et petit à petit, le fait qu'elle soit là, un jour, il a manqué un entraîneur. Et Dominique Blanc-Lenné lui s'est tourné vers elle en lui disant « Il manque un entraîneur, est-ce que vous voulez bien prendre ce petit groupe de nageuses et puis vous faites ce que vous pouvez avec ?» Et à force d'écouter, à force de regarder chaque entraînement, elle a pris les gamines. Elle n'avait pas la technique, mais elle avait la pédagogie. Elle avait cette capacité à transmettre aux jeunes, à les enthousiasmer, à en faire des petites vedettes, qui fait que les gamines ont accroché avec elle. Et ça s'est tellement bien passé que l'entraîneur lui a proposé de passer des tests, des examens, de devenir juge en natation synchronisée. Et c'est comme ça que ma maman s'est retrouvée embarquée dans l'histoire. Et voilà. Et vous avez continué. Il y a eu un titre européen. Le premier, c'était en équipe à Sofia. Oui, ça, en c'était 85. Une belle médaille. Et ensuite, il y a eu les championnats du monde de natation à Madrid. Oui. C'est vraiment l'escalade. Et là, vous avez eu une médaille de bronze en solo. Et c'est la première fois qu'une Européenne montait sur un podium mondial. Ce qui veut dire qu'il y avait une vraie bascule. L'Europe rentrait dans les 3 premières. C'était la porte ouverte aux possibilités maintenant que ce ne soit plus la suprématie Asie, États-Unis. Oui, car jusque-là, c'était ça. Ah, ça n'était que ça depuis le début de la natation synchronisée. Oui, et finalement, depuis que vous avez quitté la natation synchronisée, il n'y a pas eu beaucoup de relève, Muriel Hermine. Écoutez, au niveau français, il y a une excellente nageuse qui s'appelle Virginie Dedieu, qui a pris la relève, mais qui, je pense, n'avait pas cette passion de transmettre la discipline au public, etc., qui fait qu'elle a été championne du monde, elle aussi, mais on n'en parle plus, et la natation synchronisée est en train de retomber dans l'oubli, ce que je trouve très dommage, parce que c'est un tel sport Écoutez, il faut faire des choses. Nous, on va continuer à en parler dans quelques instants à travers une autre date importante, le 28 juillet 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Muriel Hermine. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Muriel Hermine. Des dates, 28 juillet 1984, le début d'une compétition à Los Angeles. La finale des Jeux Olympiques. Exactement. Et on va écouter d'ailleurs cette cérémonie d'ouverture. Vous l'avez vécu, ça, Muriel? Je l'ai vécu. Vous savez, quand vous rentrez dans un stade où vous avez 90 000 personnes qui tout d'un coup vous ovationnent, quand vous entendez la France avec le drapeau et que vous êtes derrière, je vous jure, ça paraît incroyable, mais c'est d'une intensité émotionnelle qui est juste extraordinaire. Et vous n'aviez jamais imaginé ça, même dans vos rêves les plus fous? Non, jamais. Jamais. C'est au-delà du sport, c'est à un moment donné, vous portez l'espérance d'un peuple qui croit dans les médailles que vous allez apporter, qui croit dans sa jeunesse. Enfin, je veux dire, l'intensité des Jeux Olympiques est quelque chose d'unique. Vraiment. Alors, ces Jeux Olympiques avaient une particularité. Pour la première fois, ils étaient financés par le secteur privé. Oui. Ça n'avait jamais existé avant. Alors ça, de mon point de vue, ça a un peu gâché les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce qu'au village olympique, il y en avait que pour les partenaires financiers. En vérité, moi, à titre perso, j'ai eu le sentiment que les sportifs étaient juste là, dans l'arène, pour faire le show. Vous voyez ce que je veux dire ? Et chose que je n'ai pas eu comme sentiment après les Jeux Olympiques suivants que j'ai pu faire, dont nous allons parler, voilà, dont je ne parlerai pas, je ne veux pas aller plus vite que votre interview, mais ça c'était le point négatif, c'est qu'effectivement les Jeux ont besoin de partenaires financiers, mais il ne faut pas que la finance supplante la jeunesse et la performance. Alors donc, 4 ans plus tard, vous revenez à Séoul. À Séoul, d'ailleurs, où il y a d'autres Jeux Olympiques, il y a une anecdote surréaliste. Il y a un boxeur, Byung-Joon Lee, qui a donné un coup de boule à son adversaire, qui a donc été éliminé. Et il a refusé de sortir du ring, et il est sorti quand on a éteint les lumières 1 heure plus tard. Ah oui, parce que je pense que ça a été un geste instinctif, pas du tout conscient, et quand il a compris que finalement, parce qu'il faut pas oublier le travail de préparation qu'il y a derrière, hein. Quand il a compris la gravité de son geste, je pense que quitter le lieu était pour lui mais juste impossible, quoi. Alors, donc vous avez fini, je crois, 4e. L'horreur. Ah oui. Alors, ces jeux ont pour moi été des jeux magnifiques en termes de respect des sportifs, en termes justement de cette fraternité. Je l'ai vraiment senti à Séoul. En revanche, à titre perso, j'ai terminé 4e, malade.
Pour moi, c'est le plus grand échec de ma carrière. En même temps, et vous y étiez, c'était l'essentiel, il faut participer. Oui, mais non. Quand vous entraînez 7 heures par jour, que vous vous levez le matin, il ne faut pas oublier que 1 an avant, j'ai vécu le moment le plus sublime de ma carrière sportive. Strasbourg, 3 médailles au championnat d'Europe, et avec l'envie finalement d'arrêter tellement tout ça était merveilleux. Arrêtez quand vous vous sentez au top. Et j'ai fait 1 an de plus, préparer ces Jeux qui pour moi ont été 1 an de trop. Et ce qui s'est passé, et pendant longtemps, comme j'ai été malade et qu'on a refusé que je me soigne, parce qu'il y a eu l'affaire Ben Johnson, ce grand champion destitué de son titre pour contrôle positif aux amphétamines, on a refusé que tous les athlètes qui étaient malades sur le village olympique puissent se soigner avec des produits inscrits sur la liste des produits dopants. Ce qui fait que j'ai quand même nagé, je suis arrivée 4e, mais pendant 10 ans, j'ai considéré que j'étais une victime de l'injustice d'un monde qui ne faisait pas la différence entre des athlètes qui se dopent et d'autres qui ont juste besoin de se soigner. Et pendant 10 ans, j'ai toussé. C'est horrible, Jacques. Vous imaginez, vous toussez toute votre vie pendant 10 ans. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Est-ce que tu es une victime ou est-ce que tu n'es pas un peu responsable de ce qui t'est arrivé ? Et franchement, j'ai pris conscience que j'étais responsable pour 2 raisons. La première, c'est parce que je ne me suis pas écoutée. Et j'aurais dû arrêter après Strasbourg. J'ai fait 7 années de plus, un peu poussée par mon entourage. Et la deuxième raison, c'est que j'ai échoué parce que j'ai capitalisé cette année en travaillant mes faiblesses au lieu de travailler mes points forts, mes talents. Et c'est vraiment cette expérience qui, aujourd'hui, me permet de dire qu'on peut construire une carrière sans avoir été bon à l'école en capitalisant sur ses talents naturels. Alors, à propos de maladie, vous avez fait pendant toute votre carrière, je crois qu'elle a duré 13 ans, ce que vous appelez une cure de désintoxication affective, Muriel Hermine. Oui, absolument. Cure de désintoxication affective, pourquoi ? Parce que j'étais tellement timide, tellement mal dans ma peau quand j'étais jeune, c'est pour ça que je me sentais si bien dans l'eau, que je cherchais à exister au travers du regard des autres. C'est-à-dire, il fallait que les gens me disent « mais c'est bien ce que tu fais, continue, on est fiers de toi ». Et je me suis rendu compte que finalement, je générais une dépendance au bon vouloir des gens et à leur capacité à valoriser ou non ce que j'étais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais faut arrêter de te chercher dans le regard des autres. Il faut regarder ce que tu es toi, avec tes forces, tes faiblesses, t'es un être humain, tu seras jamais un super-héros, une super-héroïne, comme nous vend Marvel à longueur de journée, mais tu es toi avec ce que tu es capable de faire. Donc commence à apprécier ce que tu es et arrête de te chercher dans le regard des autres. Surtout que dans la compétition, au départ, quand on débute, on a des copines, mais après, ce sont des faux amis, Muriel Hermine. Ah ben oui, la compétition implique forcément à un moment donné... j'ai été pendant longtemps la 2e française et je ne voulais pas être première parce que j'aimais tellement mon amie qui était la championne de France que je la regardais comme un soleil qui illuminait ma vie. Et je me disais, je peux pas la battre parce que si je la bats, je vais perdre son amitié. Mais il y a un moment donné, il a fallu choisir encore. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes l'éternel 2e, là, Raymond Poulidor de la natation synchronisée, ou tu te lances, quoi. Tu y vas et tu y vas pour gagner. Et bien sûr, le jour où j'ai gagné, où je l'ai battu, j'ai perdu son amitié. Ouais. Mais en même temps, vous avez gagné avec un stress positif, Muriel Hermine, car on dit le stress c'est négatif. Non, pour vous, c'est important. Il y a 2 stress. Il y a le stress positif, le stress négatif. De toute façon, dans le sport, effectivement, on va chercher le stress positif. Le stress négatif, c'est celui qui vous détruit de l'intérieur. C'est celui auquel sont confrontés aujourd'hui les salariés qui sont en burn-out ou en dépression. C'est cette espèce de pression qui fait que vous perdez vos repères, vous perdez vos capacités. Le stress positif, c'est l'adrénaline. C'est les hormones naturelles qui, à un moment donné, sentent qu'il va y avoir un enjeu, une tension. Et c'est ces hormones qui font que tout d'un coup, vous êtes dopé de façon naturelle par votre corps. Ce dopage-là, il est génial. C'est exactement le comédien qui rentre sur scène et qui ressort plus en forme parce qu'il y a l'adrénaline. Exactement. Alors, même chose. Curieusement, lorsque vous êtes en train de nager, vous avez le sentiment de ne plus être vous-même, Muriel Hermine. Oui, alors vous savez, pourquoi ? Parce que pourquoi on s'entraîne 7 heures par jour ? C'est pas pour le plaisir. C'est parce que à un moment donné, pour avoir une totale maîtrise de votre talent, de votre art, le fait de s'entraîner autant fait qu'à un moment, votre corps, toute la technique est intégrée, imprimée dans les cellules de votre corps. Et du coup, votre cerveau
peut se mettre dans une autre position. Il y a comme un dédoublement qui se fait. C'est-à-dire que vous êtes sur la plage de départ, vous vous élancez pour votre performance, votre corps c'est une mécanique. C'est la voiture qui roule, je veux dire, où tout a été vraiment préparé. Et puis vous avez le pilote, et le pilote, moi c'est ce que j'appelle le supplément d'âme. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de sentir dans votre corps ce qui est en train de se passer, et puis vous avez votre esprit, l'âme, qui est au-dessus de votre performance et qui est en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et du coup, vous avez conscience détachée de ce que vous êtes en train de faire, de l'environnement dans lequel vous êtes, le public est-il avec vous ou pas avec vous, de la sensation que les juges vous renvoient, enfin, ce qu'on appelle la métaposition dans le coaching. Il y a aussi la visualisation dont vous parlez souvent. Oui, la visualisation est une technique utilisée beaucoup par les sportifs de haut niveau en amont de la compétition. C'est-à-dire que vous vous projetez en pensée dans un événement qui va arriver, qui n'est pas encore là et qui vous fait peur. Et donc, du coup, le fait de visualiser l'événement fait que vous faites remonter les peurs à ce moment-là. Vous regardez quelles sont les peurs réalistes, des peurs qui viennent de l'enfance, etc. Et vous êtes comme le jardinier, vous avez un sécateur, et avec la visualisation, vous allez couper les branches mortes de votre arbre pour ne garder en visualisation que les branches qui portent des fruits et donc qui vont vous permettre au jour J d'avoir un mental extrêmement fort. Et ce mental est tellement fort que lorsque vous avez terminé votre carrière, on pensait que ce serait fini pour vous, qu'on n'entendrait plus parler de vous, et puis il y a eu ceci. Surprise, Muriel Hermine, productrice d'un spectacle Cirella aux Zénith de Paris, personne n'y croyait et ça a marché. Oui. Comment c'est venu cette aventure ? Ça a marché. Là, je fais un petit coucou à Francis Lay, là où il est, parce que c'est lui qui a créé la musique de Cirella. Au tout départ, eh bien, c'est venu du fait que depuis très longtemps, je m'étais rendu compte qu'à travers la natation synchronisée, qui est un sport très technique, mais on peut créer des émotions avec le public, on peut raconter des histoires. Et moi, ce que j'avais envie, c'était justement de continuer ce lien avec le public, loin de la performance purement physique. Et dès l'âge de 20 ans, déjà, j'avais l'idée de créer un grand spectacle. Ce qui fait que je me suis dit, attends Muriel, tu t'es entraînée 7 heures par jour. Tu sais ce que représente un grand projet en travail, en investissement, en besoins financiers. Eh bien, lance-toi dans cette expérience. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et vous savez, quand vous êtes juste sur votre chemin, la vie est extraordinaire parce que elle met les gens qu'il vous faut pour vous aider à réussir dans votre projet. Donc des gens sont venus là où j'avais des faiblesses, des gens sont venus contrebalancer mes faiblesses pour apporter leur talent, leur savoir-faire. Et Cirella a ouvert en octobre 91 au Zénith de Paris. Et ça a marché contre toute attente, il y avait des moyens colossaux en plus, nouveau pour l'époque. Je crois d'ailleurs que le Cirque du Soleil vous a copié ensuite, Muriel Hermine. Oui, ça c'était le déboire de ma carrière artistique, c'est d'avoir croisé au Japon, où je suis partie vivre pendant 6 mois avec toute l'équipe de Cirella. On est allé présenter le spectacle au Japon. On a fait une très grande tournée, plus d'1 million de spectateurs. C'était juste énorme. J'ai croisé le chemin du Cirque du Soleil qui m'a proposé de travailler avec eux sur leur spectacle Haut à Vegas. Et finalement, j'ai découvert qu'ils ont pris toute la technologie, tout le savoir-faire, et ils ont monté le projet seuls. Mais c'est pas grave, se dire qu'au bout du compte, j'étais bien naïve, donc c'est de ma faute, j'ai appris. Et puis finalement, voilà, j'ai inspiré le Cirque du Soleil. Hurrah! La vie Bravo, est belle. la fierté. Et il faut savoir que les Japonais sont fous des spectacles français. Il n'y a pas longtemps, 1789 a été monté. Oui. Mais comme ils aiment la France, pour terminer 1789, il y a un French Cancan sur scène avec les révolutionnaires. Donc c'est un peu particulier, mais ça marche. Et puis il y a eu un autre spectacle ensuite, Hors de l'eau, qui a fait aussi un gros succès et tout à fait inattendu, c'était Freedom, Muriel. Oui, cet opéra gospel. Oui, oui, mais là, j'avais beaucoup mûri quand même dans ma vie de femme. Et quand j'étais entre les spectacles, les très beaux spectacles artistiques que je montais, et puis la réalité de ma vie, j'habitais dans le 19e, j'avais en face de moi tous les jours des SDF qui étaient là, je me disais, mais ça m'a conduite à un jour écrire une histoire qui parlait de respect et de tolérance face au racisme. Ce qui était nouveau pour l'époque. Aujourd'hui, tout le monde en parle, on n'en parlait pas. En 2003, c'était même presque
il fallait même pas aborder le sujet à l'époque. Et on vous a dit que ça n'intéresserait personne. Et on m'a dit, ne fais pas ça, ne monte. D'autant plus que comment mettre de l'eau et des nageuses en maillot de bain dans un spectacle qui parle de respect, de tolérance. Enfin, là, j'ai eu un vrai choix à faire. Et j'ai décidé de monter le spectacle, donc une comédie musicale. Je suis allée chercher une troupe de gospel dans le New Jersey, aux États-Unis. J'y ai mis mes tripes, j'y ai mis mon cœur dans ce spectacle et j'y ai mis toute ma conviction de femme que le monde devait changer. Et 2003, le spectacle devait ouvrir normalement juste avant que démarre la guerre en Irak, qui a complètement bouleversé, perturbé tout ça. Donc on l'avait déjà décalé. On l'a ouvert à ce moment-là, en mars 2003, et la guerre était là, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On annule encore? Non, il devait ouvrir en 2001, au moment où les tours... Le 11 septembre. Exactement. On devait ouvrir 10 jours après le 11 septembre. Et du coup, on n'a pas pu. C'était évident. Donc, on a tout décalé, et on a dit, on ouvre en mars 2003. On a ouvert en mars 2003... 5 jours avant le début de la guerre en Irak. Donc vraiment, quand on remet dans le contexte, il y a eu tout le mois de juillet le festival d'Avignon qui a été annulé, tous les artistes qui étaient en grève. Et nous, on avait l'impression de se battre. On avait les Américains qui étaient justement sur scène au milieu des Européens. Il y avait 22 nationalités qui portaient ce spectacle. On avait des Africains. Et ils se tournaient vers moi en me demandant, mais pourquoi les Français défilent aux portes du cirque d'hiver sous nos fenêtres? Est-ce qu'ils ne nous aiment pas? Ils aiment pas. Et je disais non, le monde est en train de se transformer. Mais le spectacle est porteur d'un espoir, d'un avenir possible. Il faut se battre pour que ce spectacle existe. Et les seuls artistes vraiment, quelques-uns des artistes qui se sont pas mis en grève, ce sont ceux justement de Freedom. Et dans ce spectacle de Freedom, il y avait un tableau sur Jess Owen qui avait gagné les Jeux Olympiques sous Hitler et qui a fini tristement parce qu'après il n'a pas profité de son succès. Il est devenu DJ, il a eu quelques contrats, puis il est mort à peu près dans la misère, alors que c'était un super champion. Ah oui, mais vous êtes un puits d'informations extraordinaire, Jacques. Merci pour cette info, je ne le savais pas. Eh ben moi, je vais donner d'autres infos dans quelques instants à partir d'une autre date, le 24 mai 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Muriel Hermine. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Muriel Hermine. Donc on a parlé du passé. Le 24 mai 2019, c'est un jour important pour vous. C'est le premier anniversaire de l'Académie des Passions. Alors ça, c'est votre combat d'aujourd'hui, après beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette Académie des Passions, Muriel Hermine? L'Académie des Passions est un programme que j'ai lancé sur le Val d'Oise et qui démarrera à la rentrée de septembre sur la région Centre-Val de Loire. Et ce programme a pour objectif d'accompagner des jeunes décrochés du système scolaire ou en décrochage et qui sont sur le chemin de l'emploi, sans formation, sans qualification. Oui, car il y en a beaucoup, on n'a aucun moyen de les aider et vous l'avez fait parce que vous connaissez le sujet. Vous avez été une décrochée scolaire. Oui, je connais, je comprends ces jeunes et surtout, j'ai tellement vécu et puis souffert de cette non-reconnaissance du système éducatif, l'éducation nationale, qui à un moment donné, ne comprend pas ou rejette, ce qui a été mon cas, rejette des gens qui ne sont pas dans le cadre. Et vous savez, c'est super difficile. Quand vous êtes jeune, que vous avez 15, 16, 17, 18 ans, et que vous démarrez avec ce sentiment d'échec, très jeune dans votre vie, où au début, on est super content d'être ou de décrocher parce qu'on l'a décidé, ou même d'être viré, ce qu'on appelle par l'école, parce que vous avez un sentiment de liberté. Mais assez vite, la réalité vous rattrape et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de niveau scolaire suffisant pour trouver un job. On vous refuse parce que vous n'avez pas les diplômes et toutes les portes se ferment. Pour vous, ce qui s'est passé, Muriel Hermine, c'est qu'à 15 ans et demi, on vous a donné le choix entre le lycée et la natation. Oui, dans la mesure où j'étais en équipe de France depuis 2 ans, que évidemment mon club était en Touraine, mais l'équipe de France était à Paris, et donc il fallait que je me déplace très souvent. Toutes les vacances scolaires, je m'entraînais. Le soir, je m'entraînais d'abord le matin avant les cours, le midi et le soir. Donc au niveau des devoirs, il est vrai, je vous cache pas que je m'endormais sur les devoirs que j'avais à faire, et puis j'étais assez souvent absente. Donc le lycée un jour a convoqué mes parents en disant, c'est clair, ou votre fille arrête la compétition et on lui met une équipe qui rattrape son niveau et elle est capable de suivre sa scolarité, ou elle quitte le lycée. Et là, mes parents se sont tournés vers moi, ils m'ont dit, mais Muriel, qu'est-ce que tu veux faire? Et vous savez, l'enfant timide que j'étais a eu le choix entre une passion dévorante qui faisait que je me levais le matin
tellement heureuse de ce que je faisais. Et puis une école où je me sentais pas ni comprise, ni respectée. J'ai dit, mais je fais du sport, je quitte le lycée. C'est pour ça que je vous dis, ce sentiment de liberté, à un moment, je l'ai senti, mais comme une joie intense. Mais la réalité m'a vite rattrapée, et je me suis dit, mais attends Muriel, t'as plus que le sport pour t'en sortir. Donc là, tu ne peux plus échouer. Donc il va falloir faire ce qu'il faut pour réussir. Et vous l'avez fait. Alors justement, cette transmission, il fallait trouver de l'argent, il fallait trouver un lieu, et vous êtes allé tout naturellement pour les premières expériences à Garges-les-Gonesse. Je crois qu'il y a une piscine qui porte votre nom, Muriel Hermine. Et oui. C'est Nelly Olin, à l'époque où elle était ministre, il y a 20 ans, m'avait demandé si j'acceptais que la piscine porte mon nom. J'ai évidemment dit oui. J'ai découvert la population du Val d'Oise, les élus de la ville de Garges. J'ai repris contact avec eux et franchement, j'ai une affection particulière pour ce territoire. Et donc j'ai décidé, si j'étais aidée, de mettre en place, d'ouvrir ce projet, cette académie là-bas. Donc, il faut savoir qu'il y a la piscine Muriel Hermine, mais il y a aussi le complexe sportif Allende Neruda, le complexe sportif Pierre de Coubertin et un complexe sportif Jean Jaurès. Et il y a même le gymnase Colette Besson. C'est dire ô combien ils aiment les sportifs. Et il y a quelqu'un de très célèbre qui a vécu pendant 10 ans à Garges-les-Gonesse, c'est Didi Bridgewater. Oui, absolument. Voilà. Et vous le saviez, c'est très bien. Alors, ça veut dire un entraînement, cette Académie des Passions. Qu'est-ce que vous faites? Comment sélectionnez-vous ces jeunes de 16 à 25 ans qui vous rejoignent? Alors, les jeunes viennent de deux façons différentes, soit dirigés par les structures d'insertion, c'est-à-dire Pôle emploi, les missions locales, les écoles de la deuxième chance, ou alors par le bouche à oreille. Les jeunes arrivent, ils ont 1 mois complet d'accompagnement. Cet accompagnement se déploie en 3 temps. D'abord, une conférence d'information pour aller les chercher et leur donner envie de venir. Donc il y a un contrat moral qui se passe à ce moment-là. Et bien sûr, j'utilise mon parcours, mes échecs sportifs, le fait d'avoir été décroché, pour leur montrer que ce qu'ils vont trouver, c'est ce que j'ai vécu, et donc ils seront compris pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont vécu. Ensuite, la deuxième étape, c'est que nous les emmenons hors du Val d'Oise pendant 3 jours, vivre un team building de cohésion d'équipe, où nous allons mettre en chantier 3 choses importantes. On commence à mettre en travail un retour à l'estime de soi et la confiance en soi. Le deuxième élément travaillé, c'est la détection de leur talent naturel. Et le troisième élément, c'est leur communication de jeunes. Communication verbale, non verbale et non violente. Et la troisième étape, c'est qu'ils ont donc 2 semaines de formation qui vont à la rentrée passer à 4 semaines de formation, pendant lesquelles on va travailler vraiment, sur la construction du jeune. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de ces jeunes des citoyens de demain, responsables, capables de prendre leurs décisions et d'assumer leurs décisions. Et une fois que le jeune est vraiment reconstruit sur ses fondamentaux, qui je suis, transformer leur fragilité en force, donc on travaille beaucoup sur la résilience, et puis qui ils sont, sur quoi ils peuvent s'appuyer, leur talent, leur intelligence multiple, eh bien, nous allons chercher le secteur d'activité dans lequel leurs talents et leur personnalité sont attendus et reconnus. Et dans ce secteur d'activité-là, nous allons essayer de déterminer avec eux 2 ou 3 métiers qu'ils aimeraient découvrir. Donc on part de l'individu, on va vers le secteur d'activité, puis vers le métier. Alors qu'aujourd'hui, la façon avec laquelle l'insertion des jeunes est travaillée, c'est qu'on regarde quel est le marché qui embauche, et on dit, bon, qui on va diriger? Et on essaye d'envoyer les jeunes sur les marchés qui embauchent. Mais les jeunes qui sont dirigés là, vous en avez la bonne moitié, ça ne les intéresse pas. Donc c'est un échec. Et ça veut dire ce que vous faites, l'État devrait le faire, il devrait y avoir des écoles comme pour prôner cette Académie des Passions, Muriel Hermine. Écoutez, l'éducation nationale est quand même en train de se transformer. Dans la douleur par moment, mais elle est en train. Alors c'est vrai que ces écoles n'existent pas, mais justement, j'amène une petite graine et moi je propose une façon d'aborder l'insertion des jeunes différente. En plus, on utilise 4 outils pédagogiques qui sont extraordinaires, qui sont le sport, la culture, donc le chant, le théâtre, le jeu de clown, les arts plastiques, le coaching mental. Et je fais appel à des très grands coachs qui officient en entreprise, et les neurosciences. Donc on passe par les neurosciences pour aller chercher des outils issus des recherches en neurosciences pour aider ces jeunes à aller chercher vraiment dans le cerveau la façon avec laquelle ils sont connectés. Oui, ça veut dire effectivement des jeunes qui sont passionnés, qui sont volontaires, mais aussi des équipes très formées. Il faut de l'argent. Comment avez-vous trouvé ces équipes, Muriel Hermine? Alors,
bien sûr sur mon réseau d'abord, les gens qui croyaient dans mon projet, que je connais, qui sont venus me rejoindre. Et comme l'académie a de plus en plus de notoriété, il y a des gens que je ne connais pas, des personnes qui m'envoient leur CV, leur envie de participer. Alors aujourd'hui, les moyens financiers de l'académie ne sont pas à la hauteur de ce qui est déployé, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de bénévolat, beaucoup de gens qui viennent consacrer du temps. Mais il y a un moment donné, il est vrai que je cherche de l'argent pour que cette académie atteigne vraiment le niveau d'excellence que je lui donne. Et en plus, ces jeunes, moi, je veux les emmener jusqu'aux Jeux Olympiques 2024. Oui. Et donc, forcément, il y a des besoins financiers. Pour vous les emmener avec un spectacle que vous voulez monter, Muriel Hermine. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, ce que je fais, j'ai l'impression que la vie m'a conduite ici. C'est-à-dire que cette académie, elle part de mes fragilités d'enfant. J'ai dans la main le sport, dans l'autre la culture. C'est ma profession. Aujourd'hui, je suis coach en entreprise, donc je suis avec cette académie à l'épanouissement total de ma carrière. Et mon objectif, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, donc l'académie a ouvert une branche qui est, quel que soit le projet du jeune, qu'il en ait ou qu'il n'en ait pas, il peut rentrer. On travaille sur lui, la construction de son projet professionnel, et on l'emmène soit à regagner sa structure d'insertion, soit directement au port de l'entreprise. Et dans 2 ans, mon objectif, c'est que moi, je vois des petites pépites qui passent dans cette académie. Des jeunes artistes, des jeunes sportifs, des jeunes super bons en marketing ou en communication. Et je vais ouvrir en 2021 une filière qui va conduire ces jeunes à créer, avec l'équipe artistique qui est ma famille artistique, un grand spectacle basé sur les sports et les arts urbains qui sera présenté pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Et mon objectif, c'est, alors que le monde entier aura les yeux rivés vers la France, de montrer la créativité et le dynamisme de la jeunesse de nos quartiers. Et effectivement, et c'est essentiel. Alors pour ça, il faut de l'argent. Le 24 mai, c'est l'anniversaire. Oui. Et vous invitez des sponsors pour essayer qu'ils vous aident à monter ce grand projet, Muriel. Exactement. Qu'ils accompagnent le développement de l'académie. Parce qu'en plus, ce grand projet artistique des Jeux Olympiques, je ne veux pas que ce soit le projet de Paris. Je veux que ce soit le projet de la France. Ce qui veut dire que il va y avoir une 60aine de métiers d'emplois créés qui vont être donnés aux jeunes. Je veux que ce soit des jeunes de province et de Paris. Et du coup, il faut que l'académie se déploie sur plusieurs territoires. Donc j'ai besoin effectivement de trouver des financements pour accompagner le développement de l'académie et ce grand projet le spectacle va être monté de façon itinérante, il va être joué pendant toute la durée des Jeux et mon idée c'est qu'il parte ensuite en tournée dans les capitales européennes, montrer justement toujours ce dynamisme à la française et bien sûr il portera aussi l'image de notre économie. Donc à tous les partenaires qui nous écoutent, si vraiment vous croyez dans ce combat contre le chômage, pour l'intégration des jeunes, contre l'intégrisme, parce que à travers le travail que nous faisons, nous touchons quand même ces 3 éléments très importants qui sont des faits de société. Rejoignez l'académie, rejoignez ce combat, aidez-moi, aidez-nous à faire en sorte que cette jeunesse, elle soit demain une image extrêmement positive de la France, de son économie, de sa jeunesse, de son art et de son sport. Des combats, vous en avez mené, et même récemment. Moi, je me souviens un jour à Biarritz, on était ensemble dans un week-end, et je me suis retrouvé dans la piscine en train de vous voir faire de la natation synchronisée. J'ai essayé, j'ai failli me noyer. Oui, mais j'étais là pour vous secourir. Exactement. Mais surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que vous êtes revenu en 2015 dans les bassins, et vous êtes devenue championne du monde. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est ça l'énergie. Oui. C'est l'énergie, puis je pense que c'est le mental des champions. Mais je ne l'ai pas fait juste pour gagner une médaille. Je l'ai fait parce que justement, mon métier est d'être coach en entreprise et j'accompagne des problématiques de démotivation, de sens, aujourd'hui dans le monde professionnel. Et beaucoup de mes clients m'ont dit, mais Muriel, c'est bien beau ce que vous nous dites sur la motivation, l'état d'esprit, le travail d'équipe, etc. Mais est-ce qu'à 50 ans, c'est toujours aussi valable qu'à 20 ans? Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, comment leur prouver qu'il n'y a pas d'âge pour soulever des montagnes et de réaliser de grands objectifs. Et je voulais montrer aux femmes, principalement, que même à 50 ans, on peut mettre encore son épanouissement au cœur des défis qu'on relève. Et j'ai repris la compétition. Mon objectif était de gagner dans ma catégorie, parce qu'à partir de 25 ans, en natation synchronisée, de toute façon, vous êtes master, faut le savoir. Oui. Donc vous faites partie des vieux. Et donc, la compétition est par tranche d'âge. 26 à 30, 30 à 39, 40, 49. Donc moi, bien sûr, je concourais dans ma catégorie d'âge 50-59.
Mais mon but caché, c'était de gagner toutes catégories confondues. Et ça a été mon grand challenge. Je m'y suis préparée, j'ai remis en route tout ce que le sport m'avait appris, en quelque sorte, la gestion du temps, la gestion des priorités, savoir renoncer, savoir travailler, donner du sens à chaque journée de son travail pour grignoter chaque fois un petit peu plus du chemin qu'on a à parcourir. Et j'ai gagné toutes catégories confondues. Oui, et vous avez gagné, et peut-être qu'un jour vous recommencerez, on ne sait jamais. Vous savez, ça a été quand même un sacré challenge. C'était 2 ans de ma vie mis entre parenthèses. Pour moi, mes Jeux Olympiques, mes championnats du monde, c'est cette académie aujourd'hui. Et je pense que si je l'emmène jusqu'en 2024 avec les objectifs que j'ai, je pense, après, je vais me reposer un peu. Oui, on dit ça, mais on en reparlera en 2024. En tout cas, cette Académie des Passions à Garges-les-Gonesse, je souhaite que ça fonctionne de mieux en mieux dans toute la France. Et si vous avez besoin de renseignements, eh bien, et celles qui nous écoutent, Muriel Hermine est à votre disposition. Et j'espère en tout cas que vous continuerez à avoir cette énergie exceptionnelle. Merci Jacques, merci beaucoup. Merci Muriel Hermine d'avoir participé à cette clé d'une vie avec votre passion habituelle. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Ensuite, ce seront Trina Magdine, puis les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet et Philippe David. Et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.